Quoi de nouveau sous le soleil? Voilà. Voilà notre programme pour commencer, de la première séquence. Alors j'appelle sans autre formalité Eric Huxer de Wiesmann, Mohamed Belkarim pour Sistovi, Laetitia Brottier de Alson, Max Soussana. Est-ce qu'il va y avoir de la place pour tout le monde? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait des chaises qui étaient... des chaises complémentaires qui étaient disponibles, elles ont disparu de la circulation. En l'occurrence, c'est un petit peu dommage. Voilà. David Chaise, qui est là aussi. Et puis, il nous manque une place pour Daniel Munier de Texol, mais... voilà. On va lui trouver une solution. Non, les chaises sont fixées entre elles selon la loi. Voilà. Ça va venir. Écoutez, ça va, on va résoudre le problème. Je crois qu'on va. Non, allez-y, installez-vous. Il est le dernier à intervenir et il va faciliter sa digestion en restant debout quelques secondes. Voilà. Commençons par le cœur du système, le capteur lui-même. Donc la maison Wiesmann, bien connue, doit nous parler des capteurs innovants qu'il propose. Monsieur Huxer, à vous. Donc vous disposez, alors ben voilà, on a déjà un quart d'heure dans la vue. Bon je vais en prendre 15 de plus. 15 de plus, allez, c'est parti. Là, ça va être difficile. Bonjour à tous. Alors pour commencer, tout simplement, je vais présenter tous les nouveaux capteurs innovants qui vont sortir sur le marché prochainement, ou qui sont là depuis quelques mois déjà installés sur le sol français. Mais je voulais faire juste un petit aparté rapide sur l'historique du capteur plan. Très rapide. Ça fait plus de 20 ans que le capteur plan existe. Ça fait 20 ans qu'on regarde les capteurs plans. Et si je regarde en détail, au niveau de l'innovation technologique, sur 20 ans, un capteur plan, il n'y a pas eu grand-chose. 20 ans. 20 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grossièrement, je roule encore avec une Clio série 1. Alors, il va me dire, OK, 20 ans, il y a eu quand même des choses qui ont changé dans les capteurs plans. Les verres solaires, ouais, c'est un peu les vitres teintées sur ma série 1, ma petite Clio. Oui, on a fait des soudures laser. Très bien, les soudures laser, c'est mon deuxième rétro. Et puis, on a changé les revêtements sélectifs. Oui, les revêtements sélectifs, la pose est différente. Allez, c'est le turbo que j'ai sur ma petite Clio série 1. Mais si on regarde les constructeurs de voitures, aujourd'hui, on est déjà à la série 4, série 5. Ça bouge, ça innove. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on n'a pas pensé capteur plan, essayer d'innover sur cette partie-là. Aujourd'hui, on apporte la solution. Le but, c'était d'écouter ce qui se passait sur le terrain, et souvent les remarques qu'on entendait sur les capteurs, et qui revenaient à chaque fois, la surchauffe. Il y en a marre de la surchauffe, parce que cette fois-ci, nous, constructeurs, ça ne va plus être notre cas. Pour quelle raison? Il y a à peu près 5 ans, on a travaillé avec un laboratoire, avec l'aide de l'ADEME, et on a travaillé sur les revêtements sélectifs. Au bout de ces 5 ans de travaux sur ces revêtements sélectifs, on a sorti un absorbeur qui a des propriétés, tout simplement, de modulation sur la température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ce capteur, cet absorbeur, a la capacité de changer son émissivité en fonction de sa température. Ça veut dire, tout simplement, pour des températures inférieures à 80 degrés, il aura un rendement équivalent au capteur classique. Par contre, dès que votre ballon d'eau chaude sanitaire aura atteint sa température, qu'est-ce qui se passe? La pompe se coupe et donc le soleil est toujours là. Cette fois-ci, l'absorbeur aura la propriété tout simplement de changer son état. Il va passer d'un état semi-conducteur à un état métallique, ce qui veut dire qu'il va descendre sa température de stagnation automatiquement au-dessus de 80 degrés. Derrière, sur le tableau, vous voyez un graphique qui représente 2 capteurs, le capteur classique et le capteur avec ce nouvel absorbeur. Et on constate qu'à une température supérieure à 80 degrés, avec ces nouveaux matériaux, cette nouvelle technologie, on va tout simplement baisser cette température de stagnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pressurisé aujourd'hui, je n'ai plus de souci de température élevée. Je suis en dessous des limites de température des fluides solaires. Je reste, en montant légèrement la pression, dans l'installation en partie liquide et je diminue mon vase d'expansion. Je protège mon installation durant sa durée de vie. Je protège les accessoires solaires qui sont autour des capteurs. Avoir un capteur qui est à 180 degrés, c'est OK l'absorbeur qui va travailler,
hein, les pièces métalliques, mais c'est aussi derrière ces purgeurs, les vannes qui sont branchées derrière, l'isolant qui souvent derrière va se rétracter. C'est la force de cet absorbeur. On rentre dans une nouvelle technologie. On vient d'ouvrir une nouvelle porte qui va ramener sur des nouveaux capteurs, car là, c'est qu'un élément qui vient d'arriver ici. Demain, on aura des capteurs qui pourront encore descendre plus bas en température. On est aujourd'hui, mais on prépare déjà le futur. Ce capteur-là, aujourd'hui, j'officialise sa commercialisation au niveau national France. On a investi 3 millions d'euros. Et je peux vous dire que sur un secteur qui est très difficile, faire le pari du solaire, c'est un sacré enjeu, je peux vous dire. On serre les dents, mais on y croit, on va foncer. Et avec ce type de produit-là, on va pouvoir justement démontrer que le solaire, cette fois-ci, il peut moduler sa température et s'adapter aux conditions. C'est un peu comme une voiture. Si elle n'est pas faite pour le 4x4, vous n'allez pas dans la forêt. Ce capteur-là, il est fait pour faire du 4x4 et de répondre à tous les régimes de température. Il est installé en France, on a fait des systèmes qui ont été installés dans des collèges, on l'a mis dans l'extrême, exprès pour voir un peu comment ils travaillent. Donc on les a mis dans des installations dans le sud de la France, dans des écoles, dans des collectifs, tout ça pour voir justement, pour le mettre dans des conditions extrêmes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les résultats sont très très bons. Donc, nouveauté, donc un capteur à effet thermochromique, et donc tout simplement sa matière, c'est de la nanotechnologie. Il change sa structure en fonction de sa température. Alors ça, c'est le capteur plan, mais le tube sous vide va évoluer aussi. Depuis plus de 2 ans, on commercialise un tube sous vide qui a tout simplement à l'intérieur de son caloduc, puisque là c'est le système caloduc, une limitation adiabatique. Ça veut dire tout simplement que ce capteur-là, là aussi, en température, il ne peut pas monter au-dessus de 146 degrés. Excite les capteurs tubes sous vide en direct flow, en passage direct. Directement, on passe maintenant, c'est l'avenir, c'est le caloduc, et c'est le caloduc avec une limitation adiabatique, avec des températures qui ne dépassent pas 146. Là aussi, en France, ça fait un peu plus d'1 an qu'on en a installé, dans des cas extrêmes, et je peux vous dire que la durée de vie du fluide de l'installation s'en fait largement ressentir. Alors là aussi, ça va déboucher sur d'autres produits. L'avenir, ça sera ce caloduc, puisque là, il lui faut une légère pente, mais posé carrément à plat pour répondre à toutes les demandes du terrain. Hein, le système tube sous vide, c'est une solution technique. Là où le capteur plan ne passe pas, on va sur le tube sous vide. Et puis dernièrement, on a parlé tout le long de la matinée de réseaux de chaleur. Oui, les réseaux de chaleur, c'est important. Il y a un marché, c'est vrai, sur ce type de produits. Et tout simplement, on a parlé sur Toulouse, Balma. On a racheté la société SAED, qui avait un très bon concept. Le problème, c'était une mise en œuvre de ce type de capteur, et surtout la commercialisation et la production. Et tout simplement, ce type de caloduc qui a été rattaché à l'usine à Folquemont. Et aujourd'hui, on peut tout simplement délivrer ce produit en très grande quantité. Et la particularité de ce caloduc-là, c'est qu'on va utiliser la technologie roll-bomb, la technologie qu'on retrouve dans les freezers, les parties froides. Et au lieu d'avoir un fluide frigorigène à l'intérieur, on va avoir un fluide caloporteur. Et sur ce produit-là, anti-préso, ce qui est très très intéressant ici, c'est qu'au niveau du collecteur, souvent quand on livre un tube sous vide, on a un collecteur. Ce collecteur-là, c'est un tube en acier en DN50. Ça veut dire qu'on va tirer 100 mètres en DN50, on fait un grand coup, on revient, et on peut avoir une boucle solaire en série de 200 mètres carrés avec une pose très facile, puisque c'est des éléments de 6 tubes qui vont venir l'un derrière l'autre. Le but recherché ici, et je le dis, c'est de réduire, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de réduire les coûts de l'installation, de la pose, le coût du capteur en lui-même, mais surtout de réduire derrière la pose, l'installation en réseau de chaleur. Donc, pour vous dire que en tant que constructeur, et on n'est pas les seuls, derrière, il y a de l'innovation, on cherche, ça va bouger, il y aura une accélération qui va se faire suite justement au nouveau revêtement sélectif. Et l'avenir n'est pas encore terminé sur le solaire. La preuve, si on investit 3 millions d'euros, ce n'est pas pour rien. Alors c'est vrai qu'on a une vision française, mais aussi une vision européenne, et ça, c'est ce qui peut nous sauver. Sur ce, je vous remercie.
Bon, bravo pour la concision et la précision. Ben voilà, on passe tout de suite, sans question-réponse pour l'instant, à la deuxième séquence qui concerne les capteurs hybrides photovoltaïques thermiques. Alors voilà, sur cette séquence-là, il y a trois intervenants. Donc, Monsieur Mohamed Bedabdelkarim de Sistovi. Alors lui aussi, je le dénonce, c'est le local de l'État, lui aussi, il est comme moi, voilà. Hein, et puis ensuite, Laetitia Brottier, puis Max Oussana, qui interviendront chacun à leur tour. Alors, vous êtes un petit peu mal placé dans l'histoire, puisque je pense que c'est vous qui allez poser les grands principes, et puis les deux autres intervenants auront essentiellement à dire les spécificités de leurs produits par rapport à ce que vous aurez raconté. Voilà, mais c'est comme ça. À vous la parole, en essayant d'être aussi concis et précis que possible. Merci d'avance. Donc en fait, pourquoi un capteur hybride? En fait, le constat est assez simple, c'est que dans une cellule photovoltaïque, on transforme pas plus de 20% du rayonnement solaire en électricité. Le reste, c'est de la chaleur. Et aujourd'hui, le monde entier travaille sur ces 20% et pratiquement personne ne travaille sur les 80% restants. Donc nous, chez Sistovi, on a eu l'idée de valoriser justement cette chaleur. Et en particulier parce qu'en France, il y avait dans les années 2010-2011 cette particularité d'intégration toiture. Et puis l'ADEME, à travers le critère de performance CUAB, avait demandé qu'on intègre les panneaux à moins de 2 cm de la toiture. Donc pour justement refroidir ces panneaux, on était pratiquement obligé d'être en circulation forcée. Et donc l'idée est toute naturelle, pourquoi ne pas valoriser cet air chaud sous les panneaux. Donc le système, contrairement à ce que l'on peut penser, il n'est pas simplement dédié au neuf, mais on fait pratiquement 90% de nos installations, 95% dans de la rénovation, pour peu qu'on ait des combles avec un minimum d'espace. Donc on va venir en fait intégrer les panneaux et créer un réseau d'extraction de chaleur, et ensuite on filtre l'air et puis on va la distribuer dans 2 ou 3 pièces, et on a une régulation avec un thermostat d'ambiance qui va venir couper ou déclencher le système. Rien de bien nouveau là-dessus. Donc les premières installations qu'on a faites, la première date de septembre 2011, et on a ce type donc ce n'est pas un système de chauffage, on vient évidemment apporter que ce qu'on a, c'est-à-dire l'énergie solaire, et on voit qu'en mi-saison en particulier, on peut couvrir pour une maison moyennement isolée une bonne partie des besoins de chauffage. Évidemment, beaucoup moins au mois de janvier et février. Mais dès qu'on a une maison qu'on appelle moderne, c'est-à-dire type qui a été construite après le 2000, on arrive vraiment à couvrir les besoins de chauffage au mois de mars, d'avril et une partie et en octobre. Donc ça, c'est typiquement un relevé des installations monitorées, une à Nantes, entre autres, et on voit qu'on a sur un débit quand même qui est conséquent, un débit d'air de 250 m3, qu'on arrive à sortir de l'air à 35 degrés, ce qui est suffisant pour chauffer en fait une maison pendant la journée. Donc on a des delta T de l'ordre qui dépassent les 20 degrés. Et je ne parle pas du bénéfice en termes de kilowattheures photovoltaïques, puisque en gros, on perd, pour chaque degré, on perd 1% de rendement. Donc quand on gagne 20 degrés, on gagne pratiquement 20% sur le rendement des panneaux, le rendement électrique des panneaux. Donc en conclusion, le photovoltaïque hybride à air permet de valoriser l'énergie thermique perdue sous les panneaux. La ventilation augmente le rendement annuel de 8%. Ça, on l'a monitoré, on l'a mesuré sur des installations similaires.
Et enfin, on travaille actuellement activement sur le stockage de cette énergie, puisqu'on est bien conscient que dans les maisons type RT 2012, dès qu'on aura du soleil, ces maisons vont monter en température pour peu qu'elles aient des baies vitrées au sud, et que cette énergie, on va pas en avoir besoin à l'instant T. Et il faut la stocker pour pouvoir la restituer le soir. Et les matériaux à changement de phase sont particulièrement adaptés à ce type de chauffage à air, puisqu'ils permettent ils nous évitent d'avoir des tuyaux d'eau dans les combles, et c'est ce qui pose toujours des problèmes de gel en hiver, etc. et de contre-référence. Voilà, donc j'ai été rapide. Je vous ai gagné au moins 5 minutes, je crois. Bravo, bravo. Merci à vous. Merci à vous. Laetitia Brottier, à vous pour la suite. Ben voilà. Si vous voulez bien vous concentrer sur ce qui est l'innovation de votre procédé, ce serait bien. Merci. Bien sûr. Donc Laetitia Brottier, je suis cofondatrice et directrice innovation de Dualsun. Alors Dualsun est une innovation dans le solaire hybride. On est aussi un panneau qui fait de l'électricité avec les cellules photovoltaïques que vous voyez en face avant et de l'eau chaude grâce à l'échangeur en face arrière. On a donc une circulation dans les 2 mm d'eau qui sont à l'arrière des cellules pour refroidir ces cellules, et cette eau est utilisée dans un saisie classique pour le particulier ou avec des systèmes un peu plus complexes pour les logements collectifs. Donc c'est une innovation qui a été soutenue par le gouvernement au niveau du financement de cette innovation. On a eu à la fois la BPI, l'ADEME et un fonds unique interministériel qui ont financé le développement de cette technologie, qui nous ont permis de poser 2 brevets, de produire en France et d'avoir des labels reconnus à l'international, puisque depuis le 15 novembre 2013, il y a un Solar Mark pour les technologies photovoltaïques thermiques avec l'ISO 9806 qui sert de base pour le Solar Mark. Au niveau de cette technologie, c'est un design qui est fait en Provence et une production qui est faite dans le nord de la France. Je voulais juste rentrer un petit peu dans le détail du principe de fonctionnement de l'innovation. On est, pour le particulier, je vous l'ai dit, sur un saisie, en général sur une production photovoltaïque qui est autoconsommée. Donc le client pose 4 fois 60 cellules et autoconsomme son électricité. Et pour sa partie d'eau chaude, il autoconsomme ses calories, donc son eau chaude. On a également un fonctionnement pour un logement collectif avec une technologie innovante qu'on verra tout à l'heure, Heliopac, qui nous permet de booster la production solaire avec une pompe à chaleur. Au niveau des performances, nous sommes avec un système de récupération de chaleur avec une stagnation de 72 degrés. La question qu'on se pose toujours, est-ce que 72 degrés permet d'avoir des bons taux de couverture au niveau des systèmes? Donc sur ces 4 panneaux utilisés en saisie, on a une quasi-autonomie sur 6 mois de l'année et le reste du temps, une production solaire, mais donc complétée par un appoint. Ces performances que je vous montre ont été monitorées par un bureau d'études indépendant, Transénergie, et nous ont permis de voir que nous avons des productions qui sont très bonnes pour cette technologie. On était sur cet exemple à 59% de couverture à Lyon. Voilà, un petit zoom aussi sur la performance de l'Heliopac System, donc une installation qui a été une installation de référence pour nous à Marseille, où on a pu diviser par 4 la consommation d'un logement collectif, donc l'essentiel de la production étant une production d'ENR totalement gratuite. 72% de couverture pour cette installation à Marseille. Voilà, alors beaucoup de grands noms ont déjà choisi Dualsun pour leurs installations. Le Bouygues Bouygues Construction pour son siège social à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais également Stark qui a choisi pour sa maison PASS la solution Dualsun. Donc c'est un nouveau concept de maison à énergie positive qui a été inventé par le créateur Stark.
Et nous sommes aussi très fiers d'avoir fait des installations en site isolé dans un chalet. Voilà, nous avons déjà toute une communauté qui part à l'aventure énergétique avec Dualsun. Et je suis tout à fait à votre écoute pour continuer à innover dans le solaire. Merci. Allez, je vous recède la place. Voilà. Et on continue, Monsieur Soussana, à vous, pour la suite sur la même thématique du couplage du photovoltaïque avec le thermique. Alors, j'ai compris qu'il fallait que je sois très bref. Le GSE-R System est un système qui a été développé à partir de notre système de base qui est le GSE In-Roof, donc un système d'intégration au bâti pour la pose de panneaux photovoltaïques. L'idée, je la reprends par rapport à mes collègues, c'est de dire simplement que le photovoltaïque produit une énergie qui est une énergie de chaleur, et que cette énergie, si on veut pouvoir optimiser au maximum toutes les sources d'énergie existantes dans une maison, pourquoi la laisser partir et pourquoi la laisser perdre. C'est dans cet esprit que nous avons développé ce système. Donc, quelques petites installations qui ont été faites. Nous avons mené toutes nos études avec le cabinet Cardinal Engineering en ce qui concerne les résultats thermiques. Et effectivement, nous sommes un peu le leader de l'intégration. Il nous a semblé qu'en offrant le GSE-R System à nos clients comme une offre complémentaire, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable demande, effectivement, pour pouvoir un petit peu dépasser la simple production photovoltaïque et pouvoir bénéficier de la chaleur qui était ainsi produite et l'utiliser à l'intérieur de la maison. Donc c'est, comme je vous le disais, basé sur l'utilisation du GSE Intégration, qui est un système français, produit en France, qui bénéficie de différents brevets. Et ensuite, on vient coupler à ce système, avec des panneaux photovoltaïques, le GSE-R System, ce qui permet en somme de produire de l'électricité, de chauffer une maison, éventuellement aussi de la rafraîchir la nuit en été, et, petit bonus, de respirer un air plus sain, puisque l'air qui va être aspiré sous les panneaux va être filtré et réinjecté à l'intérieur de l'habitat, donc il vaut mieux qu'il soit effectivement le plus sain possible. La petite nouveauté, si vous voulez, par rapport à ce système-là, c'est qu'on offre toute une gamme de services de monitoring, ce qui permet aux résidents de pouvoir complètement piloter son installation directement par un web serveur et de donner un certain nombre d'informations sur le besoin en chauffage de la maison. C'est le web serveur qui va moduler, grâce aux capteurs qui sont posés un petit peu partout, et sous les panneaux et à l'intérieur de l'habitat, qui va pouvoir moduler la production de chaleur à l'intérieur de l'habitat et permettre ainsi de pouvoir augmenter le confort des habitants. C'est un système plug and play extrêmement simple à utiliser avec une notice. Je dirais simplement que les petits avantages aussi que nous avons développés, c'est que conformément déjà aux avantages du GSE In-Roof, nous avons un système qui se pose en paysage ou en portrait, qui se pose sur plusieurs champs, donc différents champs à l'intérieur sur un toit, que nous couvrons donc 95% des panneaux cadrés, c'est-à-dire que ce n'est pas un système propriétaire. En utilisant notre système, les installateurs et les particuliers peuvent utiliser toutes sortes de capteurs photovoltaïques sur le marché. Ils se posent sur combles perdus ou aménagés. C'est-à-dire que même si le toit, enfin les combles sont aménagés, on peut utiliser le GSE-R System avec une régulation optimum en fonction du mode de fonctionnement, quel que soit le mode de fonctionnement, avec plus ou moins de chaleur. Tout ça est monitoré et optimisé pour pouvoir fournir exactement ce dont on a besoin. Enfin, c'est un produit 100% recyclable, fabrication française. Je rebondis sur ce que disait mon collègue de Sistovi. C'est que ces systèmes, lorsque l'on les expose à l'étranger, c'est de fabrication française et une innovation française. Nous venons de faire un salon aux États-Unis et un salon en Angleterre. Il y a une très forte demande pour ces produits qui sont regardés avec énormément d'intérêt, parce que ce sont des produits d'optimisation et que, apparemment, l'idée de combiner du PV et de la chaleur ne sont pas complètement absurdes
à nos interlocuteurs européens et internationaux. Enfin, notre produit bénéficie de la norme Solar Mark, c'est-à-dire qu'il a été à la fois certifié il y a maintenant un peu plus d'1 an en fonction de la norme Solar Mark qui n'était pas totalement écrite pour l'air, pour le PV thermique, et qui a été révisée et qui est en cours d'édition. Voilà, donc un des avantages aussi de tout ça, c'est que finalement, en ventilant des panneaux, on augmente la production photovoltaïque puisque la performance des panneaux augmente. Il y a des petits tableaux qui sont générés là. Et que nous avons poussé nos études et nous sommes en train de pousser ces études sur les besoins énergétiques de l'habitat. Et on se rend compte que le photovoltaïque hybride, c'est-à-dire l'électricité plus l'air chaud, peut couvrir jusqu'à 47% des besoins d'énergie d'une maison, ce qui est quand même un résultat assez remarquable pour une irradiance moyenne de 1350, c'est-à-dire à peu près ce qu'on obtient en Vendée. On ne l'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. Avec donc un tableau de performance extrêmement détaillé réalisé par le bureau d'études Cardonel Engineering. Voilà, j'ai essayé d'être bref. J'espère que les informations y sont. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci. Alors on change un tout petit peu de chapitre tout en restant dans le combiné, avec cette fois-ci la combinaison entre le thermique et la PAC. Voilà, donc à vous. Alors, David Chaise. Oui, bonjour à tous. Voilà, c'est le couplage, une hybridation de plus du solaire thermique, cette fois-ci avec la pompe à chaleur. On prétend pas avoir le monopole du terme hybride. On voit qu'il y a plusieurs façons de l'interpréter. Et donc, ce que je vous propose, c'est de parcourir rapidement un peu le contexte international sur cette thématique, donc, qui est couverte par une tâche de l'Agence internationale de l'énergie, Solar Heating and Cooling. C'est la tâche 44 qui s'est terminée l'année dernière et qui avait vraiment pour focus le solaire thermique et les pompes à chaleur sur les applications en résidentiel. En visant à la fois des besoins d'eau chaude, des besoins de chauffage ou de la climatisation dans ces bâtiments. Donc la difficulté de cette hybridation, elle tient au fait qu'on va combiner plusieurs ressources. Donc on va pouvoir exploiter ces ressources, mais il faudra arriver à bien les agencer l'une avec l'autre pour en retirer le meilleur profit. Donc ça a été également fait en collaboration avec l'annexe 28 d'une autre branche de l'Agence internationale de l'énergie, donc le Heat Pump Programme. Et donc il est ressorti de cette tâche qu'on pouvait catégoriser en 4 classes à peu près les systèmes qui couplent solaire thermique et pompe à chaleur, donc entre des systèmes parallèles où on a une pompe à chaleur classique et un capteur solaire classique qui produisent sur pour adresser les mêmes besoins de chauffage et de chaude par exemple. Ou alors on va essayer de mettre ces systèmes en série en mettant les capteurs solaires thermiques sur l'évaporateur de la pompe à chaleur et ainsi améliorer le COP du système. On a également des couplages régénératifs, donc quand on parle de pompe à chaleur géothermique, on voit que dans certaines configurations, on parle aussi d'appauvrissement thermique du sol. Et le couplage avec du solaire thermique permet de réduire cet appauvrissement thermique et de préserver de bonnes performances pour ces systèmes. Et enfin, c'est une 4e catégorie fourre-tout, c'est-à-dire un peu, c'est pas péjoratif, mais on va essayer de tirer vraiment la meilleure performance en un lieu donné, quitte à rajouter un peu de complexité dans le système. Voilà, donc dans cette tâche-là, il y a eu à la fois de la simulation, beaucoup de simulations, des tests sur banc, des campagnes de mesure et qui ont abouti à un certain nombre de préconisations pour la réalisation et le dimensionnement de ces systèmes, et donc avec des synthèses de différents pays en Europe.
avec des contributions de différents pays en Europe. Donc le résultat, donc je ne vais évidemment pas tout détailler, mais tout cela, vous pouvez le retrouver dans une publication qui est sortie récemment, donc en juillet. Et si on extrait quelques données de ce document, voilà, j'ai fait ce petit tableau avec donc différentes technologies de pompe à chaleur sur l'air ou géothermique, et on regarde un petit peu les gammes de performance, donc le SPF, Seasonal Performance Factor, qui est un COP, mais à l'échelle du système, intégrant toutes les pompes et consommations d'auxiliaires, consommation électrique, ramené par rapport aux besoins thermiques qui est couvert par le système. Et donc, on voit que le rajout du solaire sur la PAC a effectivement permis de repousser d'un cran le niveau de performance. Donc, c'est quelque chose qui était évidemment pressenti, mais qui a été donc quantifié avec tout un tas de technologies. Donc, ce qui permet de dire qu'on voilà, est en bonne voie pour la réduction des gaz à effet de serre et de la consommation en énergie primaire avec ce type de système. Et voilà, donc notamment d'autres gains en dehors des gains financiers qui vont être très liés au marché, au coût des énergies primaires, on en a reparlé ce matin. Un autre intérêt, c'est que sur des systèmes série qui sont basés sur des évaporateurs, capteurs solaires évaporateurs, ça permet de supprimer le ventilateur et donc les nuisances sonores qui peuvent exister pour ce type de système. Donc là, c'était la tâche européenne, c'est un chapeau qui fait la synthèse de différents programmes de R&D en Europe. Là, je vais passer rapidement sur ce programme auquel l'INES a participé, qui avait exactement le même objectif, la même thématique, et avec un objectif d'améliorer de 25% les performances de ces systèmes par rapport à un état de l'art en se basant en 2012. Donc vous voyez qu'il y a 4 technologies qui ont été développées, donc du parallèle, du série, du géothermique et des systèmes à air également. Donc 4 technologies qui ont été développées, qu'on a donc modélisées en détail et sur lesquelles, voilà, dans certaines conditions, on a optimisé chacun de ces systèmes par rapport à ce que visaient les partenaires industriels. Donc, ce n'est pas les mêmes cibles de bâtiments en rénovation, en bâtiments neufs ou en climat. Donc, il n'y a pas de comparaison directe à faire entre chacune des technologies. Par contre, on voit qu'on atteint sur chacune de ces technologies une amélioration des performances par rapport au système de référence, au système état de l'art, un gain important. Donc, dans cette tâche-là, il y a également eu, dans ce programme-là, on a également fait des tests de ces systèmes, des tests systèmes pour dire, voilà, dans un système, il y a beaucoup d'interactions, on maîtrise pas tout, on ne peut pas prétendre tout maîtriser au niveau de l'installation. Donc, on essaye de les packager au maximum. Les industriels essayent de les packager au maximum pour qu'il y ait le moins de risques possible, le moins de dysfonctionnement possible. Maintenant, ces systèmes-là, on les prend comme une boîte noire et on essaye de voir sur une séquence de tests raccourcie si on atteint un bon niveau de performance. Donc c'est l'objet de ces tests qui sont en cours et qui seront publics dans quelques semaines. Et donc, je resterai un petit peu le focus sur le solaire, ce thème de l'innovation dans le bâtiment collectif en France. Donc, il y a un groupe solaire collectif
pompe à chaleur et un solaire thermique qui s'est constitué pour montrer qu'en France aussi, sur le CS, il se passe des choses. Il y a des produits qui sont commercialisés actuellement. Comme pour le coup d'après, donc Laetitia en a parlé tout à l'heure, on prévoit en couplant en fait du photovoltaïque thermique avec des pompes à chaleur, on arrive à étendre la gamme de services et de besoins que le système peut couvrir, donc en produisant aussi l'électricité et en la valorisant. Donc de belles perspectives pour ces systèmes qui ont de bonnes performances, on le voit. Et donc je vous invite à assister à la journée technique qu'on organise demain ici même à la Cité des Congrès sur ce thème des systèmes solaires et pompes à chaleur. Donc ouvert à tous et vous êtes les bienvenus. Voilà. Bravo et merci. Dernière séquence, Daniel Munier, Texol, sur la question des... On passe au soft, là, hein, plus avec vous. Hein. Ah, j'espère que je serai un petit peu hard aussi. Bon, alors je vais vous parler de solaire connecté pour une maintenance optimisée. L'idée étant vraiment qu'on a vu toute la journée, la filière vivait des moments difficiles en ce moment, mais que on peut tout à fait, en agissant à la fois sur des innovations techniques, mais également sur un changement de méthode, on peut tout à fait renverser la balance et les mots-clés étant redonner confiance, et pour redonner confiance, c'est d'avoir un engagement, et notamment un engagement sur le bon fonctionnement. Et du coup, toute la démonstration pendant le temps que je vais vous parler, c'est vraiment de vous montrer qu'on est capable maintenant, avec des relais d'innovation technique, et il y a des acteurs qui le font, très concrets, je vais essayer de vous montrer des prix, des choix techniques, des solutions. On peut vraiment inverser la tendance sur cet aspect-là. Alors, on va commencer d'abord par dire de quoi parle-t-on sur l'innovation dans le suivi. Déjà, l'immense chose qui est vraiment le moteur, quasiment toutes les choses que je vais vous présenter, notamment sur la partie commerciale, c'est le digital. C'est l'arrivée du digital dans le suivi solaire. C'est une révolution. Ça a un impact en termes de prix, en termes de capacité de traitement de données, en termes d'efficacité et finalement en termes de sérieux de l'offre. Deuxième point, c'est on avait quand même besoin de faire un peu le tri, parce que voilà, c'est des concepts qui peuvent un petit peu partir dans tous les sens. Et c'est la première partie de ma présentation, on s'est fait dans ce call tout un travail de catégorisation des concepts, pour un petit peu ranger qu'est-ce qui fait quoi, pour un petit peu aider à faire bien dissocier les différentes fonctionnalités des offres qui sont en train de se dessiner et qui existent. On va voir un petit peu que ça a un impact sur la structuration de l'exploitation du solaire thermique, très simplement parce que on sait tous très bien dans cette salle, à de rares exceptions près, que le modèle économique du solaire thermique avait beaucoup de mal à vivre une fois qu'on tournait la clé et que l'installation fonctionnait, pour des raisons à la fois de durabilité, ça c'est une chose, mais également économique. C'est-à-dire, est-ce que les économies générées sont largement supérieures au coût de fonctionnement. Donc, c'était vraiment important que ce progrès dans le suivi permette de diminuer considérablement le coût de l'exploitation globale. Et surtout, c'est le plus important, parce que je pense qu'il faut vraiment que je passe du temps dessus, c'est qu'on montre des choses très concrètes, comme ça a été montré dans cet atelier depuis le début. Il y a des offres, des produits qui sont d'ores et déjà disponibles sur le marché, qui marchent, qui ont un prix, qui ont un coût, et qui peuvent être disponibles. Voilà. Alors, ça, vous voyez, c'est très difficile à lire, c'est pas du tout l'objectif, c'est surtout de vous montrer que ça existe. On a catégorisé dans Sokol le suivi des installations avec ces les descriptions des grandes catégories et une sorte de catégorisation par, on va dire, est-ce que mon installation fonctionne ou fonctionne pas? Mon suivi va me le dire. Est-ce qu'elle me permet de faire des bilans simplifiés ou est-ce qu'elle me permet d'aller vraiment jusque dans le détail et de pouvoir vraiment faire un pilotage? Voilà.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé à simplifier les choses, parce que Sokol, c'est pour les professionnels, par les professionnels, mais c'est aussi avant tout pour éveiller et apporter des informations simples et audibles côté maîtrise d'ouvrage. Donc, arbre des choix et cahier des charges et catalogue simplifié, pour que derrière, il y ait la possibilité de le réutiliser dans la fabrication de documents, d'appels d'offres. C'est vraiment cet objectif. Donc on voit, on est sur des choses qui sont vraiment simplifiées. Vous voyez ici un focus sur un des éléments qui me paraît être vraiment fondateur, enfin très important dans cet atelier Sokol sur le suivi. C'est par taille d'installation, par objectif. On dit, voilà, il y a 3 grandes catégories. La détection de non-fonctionnement, le suivi simplifié et le suivi détaillé. On donne des fourchettes d'ordre de prix, donc on reste quand même de façon relativement générale. Et l'idée derrière, et c'est vraiment très important, faut vraiment, j'espère que vous allez retenir ça de cette présentation, c'est qu'à partir de tous ces dispositifs de suivi, on aille vers des logiques de maintenance curative. Alors, quand on dit maintenance curative, c'est que bien sûr, il y a un passage, mais l'idée étant vraiment on fait on travaille sur des détections de panne. Alors, qui peuvent être uniquement sur de la détection de non-fonctionnement, donc extrêmement simple, vous verrez des exemples tout à l'heure, ou plus poussé, on va vers du suivi énergétique, avec un suivi simplifié, sur des bilans, on verra, des acteurs historiques le font, ou des choses détaillées. Mais toujours pareil, il faut que économiquement ça ait un sens et que le service soit rendu. Alors, bien sûr, les éléments de cahier des charges dans Sokol amènent à dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas, par exemple, d'une détection de non-fonctionnement, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, qu'est-ce qu'on doit acheter, et qu'est-ce qui est nécessaire. Alors, on a théorisé la chose, ça va être disponible sur le site de Sokol, avec, en fait, toute une logique de description des services, derrière des descriptions par catégorie de services, l'état de fonctionnement de l'installation, tous les dispositifs qui vont permettre de le catégoriser, le bilan énergétique et pour finir, les données pour le diagnostic. On s'est aussi permis, alors ça c'est qu'une phase d'amorce, de faire un recensement des produits et services disponibles. C'est non exhaustif. Vous verrez que la deuxième partie de ma présentation, c'est de vous montrer des exemples concrets, des offres commerciales. Et c'est vraiment de décrire ce que ça permet de faire. Alors bien sûr, on espère que ce tableau va être bien vite obsolète et qu'il y aura plein d'offres qui vont arriver sur le marché, qu'il y aura de la concurrence et que le meilleur gagne. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition qu'est-ce qui se fait de façon innovante dans le suivi et de le décrire. Tout ça fait partie de fiches descriptives Sokol. Alors maintenant, vraiment du concret, 5 applications commerciales. Je les ai classées par ordre alphabétique, voilà, comme ça il n'y a pas de... Et l'idée étant pour chacune de présenter qu'est-ce qu'il y a d'innovant. Vous montrez qu'en 2015, en France, on sait profiter aussi de l'innovation dans le digital et dans cette partie suivi. Alors c'est non exhaustif, il y a d'autres acteurs même dans la salle qui proposent du suivi, parce que ici, l'idée étant de montrer qu'il y a du matériel, mais également l'important c'est quel est le service derrière. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de service? Alors on commence par Cadoé, donc c'est des collègues qui m'ont transmis leurs diapos. Vraiment l'idée c'est que je donne des grands points, puisque ce ne sont pas des offres que Texol met en avant, donc de façon la plus synthétique possible, donner les grandes lignes, et après bien sûr je vous invite à aller sur leur site internet et à contacter les différentes structures. L'idée ici, dans l'innovation, c'est d'être sur un produit qui à la fois permet de visualiser, mais également de piloter. On est sur un dispositif qui a la fonction de pouvoir agir à distance sur un régulateur, d'utiliser de l'innovation sur le fait qu'on a assez facilement la possibilité de contourner des problématiques de firewall avec la technologie qui est mise en œuvre, et du coup, via une interface graphique qui est relativement sympathique, de pouvoir avoir un service complet à la fois de détection mais également de modification si c'est nécessaire. Et on voit ici au milieu, ça permet aussi d'agir, c'est un outil qui est relativement puissant au-delà de l'installation solaire sur la partie régulation d'autres éléments de génie climatique du bâtiment. Deuxième, que vous connaissez bien, qui est un acteur assez ancien du suivi, en fait,
les choses évoluent. Et au niveau de l'INES, sur TéléSuiWeb, on a la possibilité maintenant d'aller vers des mails d'alerte en cas de dérive, qui sont vraiment des informations. On n'a plus à aller seulement que sur le site pour constater des choses. On a la possibilité aussi maintenant, vous voyez en bas, d'aller sur des parcs d'installation, donc avec vraiment une mutualisation, et c'est vraiment une logique toujours pareil, détection-action avec la maintenance curative. Quand on a un installateur qui a un parc, il peut être prévenu de façon commune sur l'état de fonctionnement de ces installations. Également, les progrès sur le fait qu'on est capable, côté INES, de gérer de la télérelève. C'est-à-dire qu'en fait, sur la partie suivi énergétique, on est capable de faire sans avoir à se déplacer, sans que quelqu'un manuellement aille faire le relevé de compteur, les choses s'automatisent. Et là encore, c'est un des bienfaits du digital. Oui. Alors, ah oui, mais là, il faut quand même me laisser la possibilité de présenter tout ça. Sur le matériel maintenant, une offre qui n'est pas directement voilà, un service, mais qui est en fait un matériel. Et ça a été présenté par un installateur, mainteneur qui est parmi nous, Solaire Pro. C'est sur la mise à disposition d'outils d'un fabricant de régulateurs qui a de plus en plus ouvert la possibilité de suivre les performances et d'en faire un outil de diagnostic et même de suivi. Ça permet de faire une réception dynamique de l'installation, de démarrer une surveillance et notamment d'agglomérer un certain nombre de ce type de contrôleurs pour un même installateur et de rassurer le maître d'ouvrage sur son investissement. Le service n'est pas présent dans le matériel, mais il y a un service potentiel qui peut se développer derrière. Pour terminer, avant l'offre Texol, Solisart, donc là on est sur une technologie relativement pointue, le chauffage solaire, sur lequel le suivi est vraiment indispensable et il fait rentrer un certain nombre de paramètres, à la fois sur l'ambiance du bâtiment, sur le pilotage. Et cette entreprise, en fait, Solisart, a permis de faire un pilotage unique de la pointe, de la partie solaire et de la partie chauffage. Et derrière, toujours la même chose, grâce au progrès du digital, de pouvoir avoir une interface simplifiée complète pour 2 types de profils et d'avoir une logique de connexion à distance avec une consultation qui peut être sur plusieurs niveaux. Maintenant, l'idée, c'est qu'en termes de service, le serveur Solisart, avec cette offre, veut aller et va déjà pour l'instant vers la détection de défauts. Donc pour l'instant, il y a une gratuité de l'offre sur la première année, comme bon nombre de fabricants. L'idée après, c'est de, pourquoi pas, offrir un service de surveillance de ce type d'installation. Voilà. Alors pour terminer, je vais terminer par ce que Texol propose en termes d'innovation. En fait, on est connu sur le suivi détaillé, sur le suivi simplifié, avec la GRS, on en a parlé un petit peu déjà ce matin, et en fait, on voyait qu'il y avait un trou dans la raquette sur vraiment une offre bas coût, qui soit économique, mais également permette de détecter le non-fonctionnement. Donc on est allé vers une innovation que je vais vous montrer ici, qui s'appelle Texol One Thermic, et qui en fait correspond simplement à une prise de température sur une installation solaire thermique, qui peut être individuelle, collective, et qui vise vraiment à toucher des installations avec échangeurs noyés de 2 mètres carrés jusqu'à 50 éventuellement mètres carrés. L'idée, elle était très simple. On partait pour Texol One Thermic, il fallait que le coût soit faible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé vers un système qui est plug and play. En fait, le client lui-même peut poser cette installation, c'est une prise de température sur le retour des capteurs vers le chauffage, vers le stockage. On n'a aucun frais d'installation et d'entretien. Derrière, c'était de mettre justement la couche du digital dessous, l'innovation technique, en utilisant un réseau M2M en pleine croissance, la radio ou le GPRS, pour pouvoir, avec de l'intelligence et le rapprochement avec des données satellites, de pouvoir faire vraiment une présentation et une détection fine au bout de quelques jours. C'est aussi la clé. Ce n'est pas tout de suite maintenant, il faut des jours, des journées. Mais est-ce que mon installation fonctionne ou ne fonctionne pas? Alors du coup, on a développé une interface graphique que je vais montrer pendant 30 secondes sur le web. Et
derrière, ça nous a permis de sortir cet appareil qui va coûter à peu près 250 € TTC à l'investissement. Et on est sur une logique prix public de 50 € TTC par an. Et bien sûr, on ira certainement sur des choses pour des parcs, des bailleurs. On va descendre en dessous des 40 €. L'idée étant vraiment de faire vraiment un saut technologique et d'être sur des prix qui soient compatibles avec derrière une maintenance curative et d'être vraiment considérablement inférieur au taux d'économie. Voilà. Alors, je terminerai ma présentation. Quand même, je pense que... Alors, là, ça a été éteint. On me fait un coup de... dommage. J'avais préparé le... Juste pour vous montrer... bon, c'est compliqué parce que là, j'avais ouvert le navigateur, mais on me l'a refermé. Donc, j'invite, oui, c'est très un mauvais coup. J'invite les personnes qui sont intéressées par ça. Je pourrais vous faire une simulation en direct sur une interface graphique qui permet de façon très conviviale de montrer le fonctionnement de Texel One thermique. Voilà. Vous avez repéré l'adresse du site Texol sur lequel vous pouvez vous réfugier si vous avez des informations complémentaires, ce qui ne va certainement pas manquer. Voilà. On continue. À condition de pouvoir sortir. C'est pas... Oui, pardon. Est-ce qu'on fait ça? Oui, bien sûr. Ah, ça y est, voilà. Voilà, on y est. Donc, pas de transition. À vous la parole. Alors, il y a encore une fois énormément d'informations et je pense qu'il va y avoir des frustrations sur les demandes d'informations complémentaires, mais tant pis, hein, on court le risque. Alors, il y a 2 micros, un micro de chaque côté. Alors, allez-y, signalez-vous de manière à ce qu'on puisse vous passer le micro. Voilà, au milieu. Alors, vous vous nommez, s'il vous plaît. Oui, pardon. Michel Gaborio, communauté de communes du Pays des Herbiers. Donc deux questions à Inès, à savoir l'amélioration des coefficients de performance de l'association pompe à chaleur système solaire. Est-ce que les chiffres annoncés sont les coefficients de performance d'équipement ou des coefficients de performance d'exploitation, c'est-à-dire sur une saison par exemple de chauffage? Et la deuxième question, est-ce qu'il a été étudié la production par pompe à chaleur par compression thermique, c'est-à-dire au lieu d'avoir une compression mécanique sur un compresseur, directement utiliser la chaleur solaire sur la compression thermique? Ça doit être bon. Allez-y, ça doit être bon. Oui. Donc pour la première question, oui, c'est des facteurs de performance qui sont calculés sur une période. Donc la plupart, là sur des résultats de simulation, on annonce des résultats annuels pour justement faire le bilan en un chiffre de toute une période. C'est ce qui est parlant généralement. Et après, ça peut être fait sur des séquences plus courtes. Donc, par exemple, pour les tests de système, on fait des tests sur 12 jours, chaque jour représentant plus ou moins un comportement moyen d'un mois de l'année. Donc, le but, c'est de dire, voilà, on va avoir des performances intégrées sur les 12 jours qui sont les mêmes que sur l'année. Donc, voilà. C'est bien des valeurs qui sont globales. Et pour la deuxième question, donc les pompes à chaleur à compression thermique, donc, ou appelées aussi machines à absorption par exemple, effectivement c'est des sujets sur lesquels il y a des recherches, il y a des produits qui existent depuis longtemps en grosse puissance et plus récemment en petite puissance. C'est juste que là c'était pas trop le thème sur cette hybridation, mais c'est évidemment une des hybridations possibles qu'il y a. Donc je pense voilà. Merci. D'autres questions ou d'autres interpellations? Voilà.
Oui, sur les systèmes hybrides. Nommez-vous, s'il vous plaît. Xavier Cholin, Inès. Sur les systèmes hybrides, tout à l'heure, en particulier les systèmes à air, rien n'a été dit sur l'évacuation de la chaleur estivale. Parce que, bon, valorisation dans le chauffage, c'est bien, mais en particulier sur des maisons récentes, c'est quelques mois dans l'année. Et qu'est-ce qui est fait de la chaleur le reste du temps pour qu'effectivement le capteur PV ne monte pas aux températures, au contraire, ce qui serait contre-productif. Oui, allez-y, ça va venir. Voilà. Oui, je ne me suis pas attardé sur le schéma, mais on a une chatière, évidemment. Et c'est le thermostat d'ambiance qui commande. En fait, quand la maison est plus en demande, on évacue l'air vers la chatière et on continue à ventiler le panneau en été. Et c'est des ventilateurs très basse consommation et le bilan est en faveur de la production électrique. Donc on consomme moins que le gain de rendement et de durée de vie des panneaux, puisque on a mesuré sur maintenant 3 étés où sur des installations non ventilées, on atteignait des températures moyennes de 60 degrés, 65 degrés sous les panneaux en plein été, alors que quand on les ventile, on ne dépasse pas les 45 degrés. Donc on espère, mais on l'a pas, on espère une plus grande durée de vie aussi des panneaux. Voilà. Merci. Dernière question peut-être? Non? On s'arrête là. Moi, j'en ai une que je voudrais adresser peut-être à Monsieur Munier, Daniel Munier. Est-ce que vous pouvez nous donner, ce que j'appelle, moi, faute de mieux, des résultats du suivi rapproché que vous proposez des systèmes, que vous proposez, vous et l'autre d'ailleurs? Qu'entendez-vous par résultat? Je laisse la question ouverte parce que vous avez présenté votre présentation portait sur un certain nombre d'innovations importantes à base de digital au point de départ. On était dans le secteur solaire. Alors on a constaté, on va constater dans la dernière séquence des performances constatées d'installations qui sont pas toujours terribles. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire des gains que vous avez pu repérer ou des anomalies qui n'auraient pas pu être détectées par d'autres systèmes et que vous avez pu détecter? Voilà, des choses de ce genre-là. En fait, on dépasse largement cette dimension de on détecte des choses que d'autres n'ont pas détectées. Vraiment, le suivi en tant que tel, si je veux vraiment parler de façon générale par rapport à toutes les offres qui existent, il est vital. Je pense que dans cette salle, on a à peu près... Enfin, je pense peut-être qu'il faut encore en convaincre encore quelques-uns, mais on est vraiment tous dans cette logique. Si on veut qu'une installation fonctionne dans la durée, il faut que quelqu'un en ait une responsabilité quelque part, uniquement pour la surveiller, tout simplement. Ça peut être très léger, mais c'est simplement que quelqu'un soit derrière, au meilleur coût. Et une installation dont personne ne s'occupe, on sait tous, on va répéter des choses qui ont été déjà dites à plusieurs états généraux. En fait, c'est une installation qui a de fortes chances de ne pas fonctionner, puisqu'en fait, il y a un appoint derrière, donc tout va bien, tout va bien. La seule équation qui est importante, c'est quel niveau de service on veut. Est-ce qu'on veut faire apparaître des kilowattheures? Est-ce qu'on veut juste voir si elle marche? Est-ce qu'on veut en faire des bilans énergétiques? Et là, c'est là où vraiment la technologie peut permettre de rendre les choses acceptables financièrement et d'avoir quand même de la qualité. Il y a aussi un secret de Polichinelle, c'est les installations dans lesquelles il y a eu soit des contrôles de bon fonctionnement, soit des garanties de fonctionnement, voire de résultats. On est sur des chiffres de à peu près 95% de succès au bout de 5 à 10 ans. C'est-à-dire que c'est des installations qui fonctionnent dans la durée. Peut-on en dire autant des installations qui sont non suivies? Merci. Écoutez,